La pauvre mère célibataire a échoué à l'entretien et est sortie en pleurant, mais elle a soudain réalisé que le PDG millionnaire courait après elle. Le réveil sonna à 6 heures du matin, mais Camille était déjà debout depuis longtemps. Dans le petit appartement qu'elle occupait avec ses 2 enfants à Saint-Denis, en banlieue parisienne, la journée avait commencé bien avant l'aube. Elle avait passé une grande partie de la nuit à relire et corriger son curriculum vitae, à choisir les mots justes pour sa lettre de motivation, à repasser sa jupe noire devenue un peu trop étroite et à recoller, une fois de plus, la semelle décollée de sa vieille paire de sandales noires. Ce matin-là, chaque détail comptait. Ce matin-là, elle ne pouvait pas se permettre de rater sa chance. Camille Dubois avait 32 ans, 2 enfants et un cœur plein d'espoir, malgré les revers. Abandonnée par le père de ses enfants peu après la naissance de la plus jeune, elle avait enchaîné les petits boulots, travaillé comme caissière, serveuse, aide ménagère, parfois tout cela à la fois. Son parcours était une longue ligne de survie, tissée entre les horaires imprévisibles et les nuits sans sommeil. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait été convoquée pour un entretien à la Beaumont Industrie, l'une des entreprises les plus renommées de Paris. Un poste d'assistante de gestion dans le service administratif, stable, à temps plein avec des avantages sociaux. Une chance rare, une chance qu'elle ne pouvait pas laisser filer. Elle réveilla doucement ses enfants, leur donna un petit déjeuner rapide, les aida à s'habiller et prépara leur sac. À 7h20, elle les confia à Madame Laurent, la voisine du 3e étage, une retraitée bienveillante qui gardait souvent les enfants en échange d'un peu d'aide pour ses courses ou d'un plat cuisiné maison. Camille l'embrassa avec gratitude, puis descendit les escaliers en courant, sa jupe battant contre ses genoux, son sac à main serré contre elle. Le train de banlieue était bondé. Elle resta debout tout le trajet, serrée entre un adolescent au casque vissé sur les oreilles et une femme d'affaires absorbée par son téléphone. Chaque vibration des rails faisait vibrer son cœur, déjà trop agité. Elle se répéta mentalement les réponses aux questions classiques d'entretien, révisa les dates de ses anciens emplois, se demanda si elle devait mentionner ses enfants. Était-ce un handicap ou une preuve de responsabilité? Elle n'arrivait pas à trancher. En sortant à gare Saint-Lazare, elle pressa le pas. Il faisait frais ce matin-là, un vent sec balayait les rues et faisait flotter les écharpes des passants. Les buildings de verre et d'acier autour d'elle semblaient appartenir à un monde inaccessible. Devant l'immeuble imposant de la Beaumont Industries, elle s'arrêta une seconde. Le reflet de son visage dans la porte vitrée lui renvoya l'image d'une femme fatiguée, mais déterminée. Ses chaussures, pourtant soigneusement nettoyées, la trahissaient par leur état. Le cuir usé, la couture visible sur le côté droit, la semelle qui grinçait légèrement à chaque pas. Elle entra. Le hall d'entrée était vaste, immaculé, baigné d'une lumière blanche presque irréelle. Une réceptionniste impeccable l'accueillit d'un sourire figé et lui indiqua l'ascenseur. Tandis qu'elle montait vers le 14e étage, Camille se redressa, inspira profondément. Elle n'avait rien d'une femme d'affaires. Pas de tailleur cintré, pas de sac en cuir de marque, mais elle avait autre chose. Une volonté farouche, une honnêteté brute, une capacité à se relever, encore et encore. Elle arriva devant la salle d'attente où d'autres candidats patientaient. Ils étaient jeunes, élégants, confiants. Une femme au manteau beige feuilletait un dossier épais. Un homme au costume bleu marine tapotait distraitement sur sa montre connectée. Camille s'assit sur un siège libre, croisa les jambes, tenta de masquer ses chaussures. Son regard se perdit un instant à travers la baie vitrée. Paris s'étendait au loin, indifférente à sa présence. Son nom fut enfin appelé. Elle se leva, son cœur battant plus fort que jamais. En franchissant la porte de la salle d'entretien, elle n'imaginait pas que ce jour, commencé avec tant d'angoisse et d'espérance, allait bouleverser le cours de sa vie. Elle ne savait pas encore que ses chaussures usées allaient la conduire bien plus loin qu'elle ne l'aurait jamais cru. Camille avançait dans le couloir étroit qui menait à la salle d'entretien, son pas ralenti par une hésitation qu'elle s'efforçait de contenir. Devant elle, les murs beiges et impersonnels semblaient se resserrer, chaque mètre la rapprochant d'un moment décisif. Elle inspira profondément, consciente que son apparence, son dossier et sa manière de parler allaient être scrutés avec une rigueur implacable. Lorsqu'elle poussa la porte vitrée, un silence tendu l'enveloppa aussitôt. 3 personnes étaient assises de l'autre côté d'une longue table en bois clair. Un homme d'une 50aine d'années,
lunettes cerclées de métal et mâchoires crispées, fixait l'écran d'un ordinateur portable. À sa droite, une femme au chignon tiré, tailleur gris strict et bloc-notes prêt à l'emploi, la dévisageait sans un mot. Le troisième, plus jeune, arborait un sourire poli, mais son regard restait distant. Aucun ne se leva pour l'accueillir. Ils se contentèrent de lui indiquer une chaise face à eux, sans un geste, sans chaleur. Camille s'assit, tenta de redresser ses épaules, malgré la tension qui lui raidissait la nuque. Elle posa son sac sur ses genoux et entrelaça discrètement les doigts de ses mains pour empêcher qu'il ne tremble. La femme du milieu prit la parole la première, d'une voix sèche, presque mécanique. Elle demanda à Camille de se présenter en quelques mots. Camille commença doucement, expliquant son parcours scolaire interrompu par une grossesse imprévue, les petits boulots accumulés depuis, ses efforts pour se former en ligne, la maîtrise autodidacte de certains logiciels de gestion. Elle ne se plaignait pas, elle exposait les faits, mais dans ses yeux brillait une sincérité désarmante, une vulnérabilité qu'elle ne pouvait dissimuler. Les membres du jury prenaient des notes, parfois levaient les yeux, rarement réagissaient. Le plus âgé lui demanda de justifier les longues périodes d'inactivité dans son CV. Camille répondit qu'elle correspondait à des moments où elle avait dû s'occuper de ses enfants, sans soutien familial. Elle ne s'étala pas. Elle disait la vérité, sans pathos. Le plus jeune fronça légèrement les sourcils, comme s'il attendait autre chose. On lui demanda ensuite comment elle gérerait la pression dans un environnement professionnel aussi exigeant. Camille sourit avec une certaine lassitude contenue et répondit qu'élever seule 2 enfants, tout en travaillant en horaire décalé, lui avait appris bien plus sur la pression que n'importe quelle formation. Elle ajouta qu'elle ne demandait pas qu'on la plaigne, seulement qu'on lui laisse une chance de montrer ce qu'elle savait faire. Le silence qui suivit fut plus pesant encore. Personne ne répondit à sa dernière phrase. La femme du bloc-notes se contenta de cocher une case. L'homme aux lunettes leva un sourcil, échangea un regard rapide avec ses collègues, puis demanda d'un ton neutre ce qu'elle pensait pouvoir apporter à Beaumont Industries. Camille, un peu surprise par la question à ce moment de l'échange, prit une seconde avant de répondre. Elle parla de son sens de l'organisation, de sa capacité à apprendre vite, de sa volonté de contribuer à une structure stable où elle pourrait évoluer. Sa voix était calme, mais ses mains devenaient moites. Elle sentait que ses mots ne les atteignaient pas, ou pire, qu'ils les agaçaient. L'entretien se termina sans qu'on lui pose de questions sur ses compétences techniques. Pas un mot sur son dossier de candidature, ni sur ses motivations évoquées dans la lettre manuscrite qu'elle avait soigneusement glissée dans l'enveloppe. Elle avait apporté des copies de ses certificats de formation, des lettres de recommandation de ses précédents employeurs. Personne ne les demanda. L'un des recruteurs se leva, indiquant que l'échange était terminé. Camille se leva à son tour, remercia d'une voix discrète, mais aucun des 3 ne répondit à son salut. Elle ouvrit la porte de la salle avec lenteur, le cœur serré, puis sortit dans le couloir désert. Ses pas résonnaient sur le sol en carrelage clair, chaque écho comme une gifle. Elle traversa le hall en regardant droit devant elle, tentant de garder le contrôle de ses émotions. Mais alors qu'elle atteignait la réception, elle entendit derrière elle un murmure. L'homme aux lunettes, qui venait de ressortir dans le couloir, avait glissé à son collègue une phrase trop claire pour passer inaperçue. Encore une qui croit que pleurnicher suffit pour décrocher un poste. Puis, un rire bref, sec, accompagna les pas qui s'éloignaient. Camille sentit une chaleur brutale lui monter au visage. Ses joues la brûlaient, mais ce n'était pas de honte. C'était une colère muette, acide, qu'elle avait dû étouffer tant de fois. Elle serra les dents, refusa de se retourner, refusa de pleurer devant eux. Elle sortit du bâtiment avec une dignité fragile, la tête haute mais le regard embué. Son souffle était court, son ventre noué. Devant le grand parvis de la Beaumont Industries, le monde continuait comme si de rien n'était. Les passants pressés, les taxis en file, les lumières des vitrines brillantes, rien n'indiquait que pour une femme ici même, un petit monde venait de s'effondrer. Camille traversa lentement le hall d'entrée, passa devant la sécurité, poussa la porte tournante et se retrouva sur le trottoir. Le vent de janvier lui fouetta le visage, lui arracha une larme qu'elle balaya rapidement du revers de la main. Elle ne savait pas quoi faire ensuite. Rentrer? Mais comment expliquer à ses enfants que, encore une fois, il n'y aurait pas de miracle? Comment leur dire que même quand on fait tout bien, même quand on se bat, parfois rien ne suffit? Elle s'éloigna à petits pas, la gorge serrée.
sa dignité tenue en équilibre précaire sur des chaussures usées. Ce n'était pas la première fois qu'elle essuyait une défaite, mais aujourd'hui, l'humiliation avait pris une autre forme, plus froide, plus silencieuse. Et c'est ce silence-là qui résonnait encore dans ses oreilles alors qu'elle atteignait le coin de la rue, là où les regards ne la suivaient plus, là où elle put enfin baisser la tête. Mais même dans cet instant de douleur muette, quelque chose au fond d'elle persistait. Pas l'espoir, pas encore, mais une résistance sourde, une fibre intacte qu'aucun regard méprisant n'avait réussi à briser. Camille avançait lentement dans le hall d'entrée, les épaules basses, les traits tirés par une tension qu'elle ne cherchait plus à dissimuler. Son souffle était court, non pas à cause de l'effort physique, mais sous le poids de la déception, de la fatigue accumulée et de l'humiliation froide laissée par l'entretien. Elle pressa le bouton de l'ascenseur d'un geste machinal, le regard vide, sans vraiment voir ce qui l'entourait. Autour d'elle, tout semblait suivre un rythme inaccessible. Des employés élégants passaient, certains rieurs, d'autres au téléphone, d'autres encore discutant de réunions à venir. Personne ne la regardait. Elle était redevenue invisible, transparente, un corps en mouvement, sans voix, sans poids, dans ce monde où les apparences tenaient lieu de carte d'identité. Mais à cet instant précis, alors que l'ascenseur signalait son arrivée par un léger tintement métallique, un homme franchit les portes vitrées du bâtiment. Il portait un manteau noir ajusté, un costume impeccable, et marchait avec une assurance discrète. Les employés près de l'accueil se redressèrent à sa vue. Certains murmurèrent entre eux. Cet homme, c'était Alain Marchand, directeur général de Beaumont Industries. Il n'était pas seulement le PDG, il en était aussi le fondateur, l'architecte du succès d'une entreprise, devenue en quelques années un modèle dans son domaine. D'ordinaire, il empruntait une entrée plus discrète, accédant à ses bureaux par un ascenseur réservé. Mais ce matin-là, sans raison apparente, il avait décidé d'entrer par l'entrée principale, peut-être pour observer, peut-être simplement par envie de se mêler, l'espace d'un instant, à la vie ordinaire de son entreprise. Il marchait d'un pas calme quand son regard croisa celui de Camille. Ce ne fut qu'un instant, une seconde suspendue, mais suffisamment longue pour qu'il voie ce que tant d'autres avaient choisi d'ignorer. Un visage bouleversé, les yeux rougis, les traits crispés par l'effort de contenir ce qui menaçait d'exploser à tout moment. Camille, absorbée dans sa douleur, ne le reconnut pas. Elle évita son regard, entra dans l'ascenseur, se plaça dans un coin, dos à la porte, tentant de reprendre contenance. Mais pour Alain, ce regard fugace avait éveillé quelque chose. Il ne connaissait pas cette femme. Il ne savait rien de son parcours, de son nom, ni de la raison pour laquelle elle semblait au bord de l'effondrement. Pourtant, cette image ne le quitta pas. Il resta figé quelques secondes, observant les portes de l'ascenseur se refermer lentement sur elle. Il aurait pu reprendre sa route, rejoindre la réunion prévue avec les directeurs de service, ouvrir son ordinateur, répondre à des dizaines de courriels. Mais il ne bougea pas. Quelque chose dans l'expression de cette femme, dans sa posture tendue et son silence bouleversant, s'était inscrit en lui avec une intensité inhabituelle. Ce n'était pas de la pitié, ni même une simple curiosité. C'était plus profond, une sensation d'inconfort, comme si cette scène lui avait tendu un miroir inattendu. Alain avait toujours cultivé une distance professionnelle. Il évitait les envolées émotionnelles, s'en tenait aux faits, aux chiffres, aux décisions mesurées. Mais là, sans comprendre pourquoi, il avait perçu dans ce visage inconnu un écho, une humanité à vif, une détresse nue que personne ne semblait voir. Il se retourna, fit quelques pas vers l'accueil, puis s'arrêta à nouveau. Il demanda à la réceptionniste d'un ton calme si une femme venait de sortir d'un entretien. Elle hésita, surprise qu'un tel homme s'intéresse à un détail si insignifiant. Elle hocha la tête, lui indiqua qu'en effet, une candidate venait de passer un entretien au service des ressources humaines. Elle n'en savait pas plus. Alain la remercia d'un léger mouvement de tête, puis se détourna. Il ne savait toujours pas pourquoi ce visage l'obsédait déjà. Peut-être parce que, dans ce monde qu'il avait contribué à bâtir, où les apparences lissaient tout, il venait de croiser une faille, une vérité brute qui ne se maquillait pas. Peut-être parce qu'il se souvenait, malgré les années et les succès d'un autre temps, où lui aussi avait dû se battre contre le mépris déguisé en politesse, contre les sourires creux, contre l'indifférence feutrée des puissants. Dans l'ascenseur, Camille fermait les yeux,
respirait lentement pour ne pas laisser les larmes couler. Elle sentait encore le poids des regards froids sur sa peau. Elle pensait à ses enfants, à leur petite cuisine aux carreaux ébréchés, à leur rire qu'elle aimait tant entendre au retour du travail. Elle se demandait comment elle allait leur dire que, encore une fois, il faudrait patienter, que maman n'avait pas encore trouvé ce poste miracle. Elle n'entendit pas la porte se rouvrir. Elle sortit dans la rue, sans se retourner. Alain, quant à lui, resta un moment dans le hall, absorbé par ses pensées. Il finit par rejoindre l'ascenseur suivant, mais avec une hésitation perceptible. Toute la matinée, cette image ne le quitta pas. Même durant la réunion avec le comité stratégique, alors que les chiffres défilaient sur l'écran, il ne cessait de repenser à ce regard. Ce n'était pas une supplication, ni un appel à l'aide. C'était la trace d'une lutte, d'une fatigue ancienne, que personne dans cette salle climatisée ne semblait comprendre. Il n'avait pas encore de nom, pas encore d'histoire à y associer. Mais il savait une chose, il devait en savoir plus. Le vent s'était levé, sec et tranchant, en même temps que Camille franchissait les portes de la Beaumont Industrie. Elle ne sentait plus ses mains, à demi engourdies, crispées sur les lanières de son sac. Dans la rue, les passants avançaient sans la voir, absorbés par leurs pensées, leur téléphone, leur rythme quotidien. Elle marchait lentement, à petits pas prudents, comme si elle espérait retarder le moment où elle devrait vraiment accepter ce qui venait de se passer. Chaque pas faisait résonner un léger bruit irrégulier sous sa sandale droite. La couture réparée à la hâte dans la nuit ne tenait plus. Elle le sentait, mais elle continuait d'avancer, par fierté, par instinct, par inertie. La ville autour d'elle brillait d'une indifférence tranchante. Les vitrines de luxe, les façades polies, les terrasses animées par ceux qui n'avaient jamais eu à prouver leur valeur pour exister dans un bureau. Camille était à quelques mètres du carrefour lorsqu'elle sentit le claquement sec sous son pied. Un son bref, net, désespérément familier. Elle s'arrêta aussitôt, baissa les yeux et vit ce qu'elle redoutait. La lanière principale de sa sandale venait de céder, arrachée de la semelle comme un fil de trop dans une toile déjà fragile. Elle resta un moment figée sur ce trottoir trop propre, tenant l'équilibre tant bien que mal avec ce morceau de chaussure pendant misérablement. Autour d'elle, les gens passaient sans ralentir. Personne ne remarquait cette femme en déséquilibre. Aucun regard ne s'arrêtait sur cette silhouette en jupe noire, sac usé contre la hanche, un pied à moitié nu sur l'asphalte froid. Camille inspira, tenta de reprendre contenance, mais la douleur dans sa poitrine se fit plus vive. Elle chercha un endroit pour s'asseoir, s'écarta de la circulation des piétons et trouva refuge contre le mur d'un café encore fermé. Elle s'accroupit lentement, puis glissa au sol, ses jambes repliées contre elle, la sandale inutilisable posée à côté. Et c'est là que tout céda, sans bruit, sans cri, seulement des larmes qui commencèrent à couler, silencieuses, incontrôlables. Elle les laissa venir. C'était trop. L'entretien froid, le mépris des recruteurs, le commentaire craché dans son dos, ce regard moqueur glissé entre deux phrases, et maintenant ce morceau de plastique et de cuir qui lâchait, comme si même ses chaussures décidaient qu'elle n'avait plus la force d'avancer. Elle cacha son visage dans ses mains, espérant que personne ne s'arrête. Elle n'avait pas besoin de compassion maladroite. Elle voulait juste que le monde lui laisse quelques minutes de solitude, quelques minutes pour tomber sans devoir se justifier. Mais Paris ne s'arrête jamais. Et c'est justement parce qu'elle était invisible que personne ne la dérangea. Elle resta là, assise sur le trottoir, quelques minutes ou peut-être plus. Le froid traversait ses collants, le béton lui mordait le dos, mais elle ne bougeait pas. Puis, sans prévenir, un bus passa trop près du trottoir. Une flaque, invisible jusque-là, éclaboussa tout sur son passage. L'eau sale monta en gerbe, et une large traînée sombre éclaboussa le bas de sa jupe et la manche de son manteau. Camille sursauta, mais ne cria pas. Elle baissa les yeux vers son vêtement trempé, incapable de croire à cette accumulation absurde. Elle aurait pu crier, frapper le sol, jeter sa sandale brisée dans la rue, mais elle ne fit rien. Elle resta là, les bras ballants, les yeux perdus dans le vide, comme si elle observait sa propre vie depuis l'extérieur. Il n'y avait plus de place pour le découragement, juste un vide immense. Un de ces instants où l'on ne pense plus à l'après, où le présent semble figé, trop lourd, trop dense pour qu'un avenir puisse encore exister. Elle se pencha, remit tant bien que mal la sandale sur son pied, tenant la lanière déchirée entre ses doigts
comme un pansement précaire. Elle se leva maladroitement, chancelante sur son talon bancal. Elle aurait pu appeler un taxi, mais elle n'avait pas les moyens. Elle aurait pu entrer dans un magasin pour chercher une autre paire, mais chaque euro comptait, et ses maigres économies ne toléreraient aucune dépense imprévue. Alors elle marcha boitillante vers la station de métro la plus proche. En descendant les marches, elle évita les regards. Les passants montaient, pressés, eux aussi absorbés dans leurs pensées. Une femme jeta un coup d'œil rapide à ses chaussures, puis détourna les yeux sans ralentir. Dans la rame, Camille resta debout, s'accrochant à la barre, silencieuse. Elle n'avait plus de place pour la honte. Il n'y avait que cette lassitude immense, ce vide de plus en plus difficile à combler. Quand elle arriva à Saint-Denis, elle remonta lentement les rues qu'elle connaissait par cœur, la sandale toujours aussi instable, le tissu de sa jupe encore humide. Devant la porte de l'immeuble, elle s'arrêta une seconde, inspira longuement. Elle n'était pas prête à répondre aux questions des enfants. Elle n'avait pas envie de leur mentir, ni de les voir déçus. Mais elle savait qu'elle allait devoir composer, comme à chaque fois, trouver des mots simples, évoquer un peut-être rassurant, garder le sourire. Ce matin-là, Camille était partie pleine d'espoir. Elle en revenait avec les vêtements tachés, une chaussure brisée et le cœur encore un peu plus fendu. Mais elle marchait encore. Malgré tout, c'était peut-être cela, la seule victoire du jour. Une victoire minuscule, invisible, mais réelle. Alain Marchand était revenu dans son bureau avec l'intention ferme de se replonger dans sa journée de travail. Pourtant, au fil des heures, il se surprenait à revenir sans cesse à ce bref instant du matin. L'image de cette femme dans l'ascenseur, l'ombre dans son regard, le désespoir si clairement perceptible, tout cela ne quittait pas son esprit. Il avait rencontré des centaines, peut-être des milliers de personnes dans sa carrière, mais il n'arrivait pas à se défaire de cette impression étrange, presque dérangeante, que quelque chose lui avait échappé. En fin de matinée, alors qu'il consultait une pile de rapports, son assistante frappa à la porte avec un dossier en main. « Monsieur Marchand, voici les rapports de présélection des entretiens de ce matin, comme demandé. Il y a aussi un document qui aurait été oublié par l'une des candidates. » Alain releva la tête. Il prit le dossier sans un mot, mais son attention fut immédiatement attirée par une enveloppe en papier crème légèrement froissée, posée sur le dessus de la pile. Son nom n'y figurait pas. Aucune mention administrative. Juste une écriture manuscrite soignée, avec l'indication « à joindre au dossier en coin ». Il l'ouvrit un peu distraitement d'abord. À l'intérieur, il découvrit 3 photographies, 2 enfants, l'un d'eux tenant un dessin coloré, l'autre souriant à pleines dents, visiblement fier de porter un cartable presque trop grand pour lui. Sous les photos, une feuille pliée en 2. Il la déplia, lentement. C'était une lettre sincère, écrite à la main, sans fioriture. Elle commençait par une salutation simple et expliquait en quelques paragraphes pourquoi cette candidature comptait autant pour elle. Camille Dubois. C'était le nom inscrit en haut du dossier qu'il venait justement de feuilleter sans trop d'attention. Elle y racontait, dans des mots sobres mais puissants, la réalité de son quotidien, ses enfants, sa vie faite de petits boulots précaires, les efforts déployés pour ne jamais manquer une échéance, pour maintenir un toit au-dessus de leur tête. Elle n'utilisait pas le registre de la plainte, encore moins celui du chantage émotionnel. Elle posait les faits avec pudeur et dignité. Elle écrivait qu'elle ne cherchait pas la pitié, qu'elle n'attendait pas qu'on lui donne quoi que ce soit par charité. Elle voulait juste qu'on lui laisse la chance de prouver sa valeur. Alain resta immobile un long moment, la lettre entre les mains. Il relut certains passages à voix basse. Il n'était pas un homme sensible aux effets de style ni aux discours émotionnels, mais ici il n'y avait rien d'artificiel. Juste la vérité nue d'une femme qui tentait de survivre dans un monde qui valorisait l'apparence plus que l'effort. Il posa la lettre sur la table, ouvrit le dossier de candidature joint à l'enveloppe et retrouva le formulaire rempli par Camille. Ses réponses étaient nettes, bien structurées. Elle décrivait avec clarté ses expériences, ses compétences acquises sur le terrain, ses motivations. En marge, une mention soulignée au stylo rouge « Non recommandé, manque de présentation professionnelle ». La phrase l'arrêta net. Il la relut plusieurs fois, la mâchoire serrée. Il tourna les pages du rapport d'entretien et lut les commentaires laissés par le comité. Aucune mention d'erreur dans ses réponses, aucune remarque sur ses compétences techniques. Seulement des allusions voilées à sa tenue,
à son attitude trop émotive et à son profil difficilement intégrable dans l'environnement de l'entreprise. Alain sentit une pointe de colère lui monter. Ce n'était pas la première fois qu'il constatait ce genre de biais, mais il n'avait encore jamais pris le temps d'y prêter une attention aussi directe. Il savait que son entreprise, malgré les discours de diversité et d'égalité des chances, fonctionnait souvent selon des critères implicites. On parlait de compétences, mais on filtrait selon le diplôme, l'adresse, l'allure. Et voilà qu'une femme que lui-même avait brièvement croisée sans un mot, laissait derrière elle des preuves silencieuses de sa sincérité. Un dossier complet, une lettre sans appel, des photos qui n'étaient pas là pour attendrir mais pour rappeler ce qu'elle défendait, une stabilité, une opportunité, une dignité. Alain se leva de son siège, fit les 100 pas dans son bureau. Il rouvrit la lettre, cherchant les détails qu'il aurait pu manquer. Il s'arrêta sur une phrase « Je ne veux pas inspirer la pitié, seulement mériter ma place, comme n'importe qui ». Il relut cette ligne 3 fois. Elle résonnait plus fort que tous les discours qu'on lui servait en réunion. Il retourna à son bureau, ouvrit son ordinateur, chercha dans le système interne les informations disponibles sur la session de recrutement du matin. La liste des candidats apparaissait à l'écran. Il cliqua sur le nom de Camille Dubois. Le verdict administratif était déjà enregistré. Rejeté. Il resta un moment à fixer ce mot. Puis il ferma l'ordinateur d'un geste brusque. Il savait que s'il ne faisait rien, cette candidature irait à la corbeille comme tant d'autres, que cette femme rentrerait chez elle, penserait qu'elle avait échoué et n'aurait aucun moyen de comprendre que ce n'était pas elle le problème, ce n'était pas sa compétence. C'était le regard que les autres portèrent sur elle. Alain reprit la lettre, la glissa dans une chemise, puis prit le dossier complet et sortit de son bureau. Son assistante leva les yeux, interloquée. « Je descends », dit-il simplement. « Vous avez la réunion avec le comité directeur dans 15 minutes, monsieur. »« Ce n'est pas prioritaire », répondit-il sans s'arrêter. Il appuya sur le bouton de l'ascenseur, l'enveloppe sous le bras. Dans sa tête, une seule pensée. Elle était peut-être encore là. Et s'il ne faisait rien maintenant, il s'en voudrait toute sa vie. Lorsqu'Alain Marchand sortit de son bureau ce jour-là, un mélange inhabituel d'urgence et de résolution animait ses gestes. Il n'avait pas pris le temps de mettre sa veste, ni de prévenir son comité directeur que la réunion prévue ne se tiendrait pas à l'heure. Il ne s'agissait plus d'un dossier administratif ou d'un écart procédural à corriger plus tard. Il s'agissait d'un acte immédiat, concret, presque instinctif. Il traversa le couloir des directions sans un mot, les collaborateurs qu'il croisa s'effaçant naturellement à son passage. Il ne regardait personne. Il avait en tête un seul visage, celui d'une femme qu'il ne connaissait pas mais dont le regard lui avait laissé une empreinte. Il entra dans l'ascenseur, appuya sur le rez-de-chaussée et observa les chiffres défiler lentement. Chaque seconde d'attente lui paraissait trop longue. Il descendit dans le hall principal, les yeux balayant immédiatement l'espace. Il vit la réceptionniste discuter avec un autre employé, quelques visiteurs assis sur les banquettes de cuir, des salariés en costume, entrant avec leur badge. Mais aucune trace de Camille Dubois. Il fit un pas rapide vers l'accueil. « La femme qui est sortie d'un entretien ce matin, vous savez si elle est encore là ? Celle avec une jupe noire et un sac en toile claire. » La réceptionniste parut surprise, hésita puis regarda vers les portes vitrées. « Elle est partie, monsieur Marchand. Elle est sortie il y a un moment déjà. » « Depuis combien de temps exactement ? » ?»« Je dirais une 20aine de minutes, peut-être un peu plus. » Elle avait l'air troublée. Alain ne répondit pas. Il se tourna vers les portes d'entrée, les traversa d'un pas vif, les yeux déjà en quête d'un signe. Son assistante, alertée de son absence prolongée, surgit du couloir latéral, le téléphone à la main. « Monsieur Marchand, votre réunion va commencer et on vous attend en salle 4. Vous voulez que je décale ? » ?»« Non, laissez. Je gère. » Il passa devant elle sans ralentir, sous le regard médusé de quelques cadres croisés dans le hall. Voir le PDG de Beaumont Industries sortir précipitamment, en pleine matinée, sans escorte ni explication, était en soi un événement rare. Il franchit les portes de l'immeuble et se retrouva dehors dans l'air froid et sec. La lumière grise de la fin de matinée éclaboussait les trottoirs. Les passants défilaient à rythme soutenu. Il marcha rapidement jusqu'au coin de la rue, scrutant la foule, essayant de deviner une silhouette familière. Et puis, à une 30aine de mètres, il la vit. Camille avançait lentement, visiblement entravée dans sa marche.
Elle tenait son sac contre elle, sa jupe encore marquée par la tache d'eau sale et surtout, elle boitait légèrement. Il aperçut la sandale déformée, tenue par une lanière réparée de fortune. Sa démarche était raide, mal assurée, mais elle avançait, tête baissée, absorbée dans ses pensées. Il accéléra le pas, la rattrapant avec effort, gêné par les piétons qui circulaient en sens inverse. Lorsqu'il fut assez proche, il l'appela. « Madame Dubois !» Camille s'arrêta brusquement. Elle se retourna, d'abord surprise, puis confuse. L'homme qui l'appelait par son nom, elle ne l'avait pas reconnu au premier regard. Il n'était ni l'un des recruteurs, ni un employé qu'elle aurait croisé dans l'ascenseur. Son visage lui disait quelque chose, mais dans ce contexte, elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait bien lui vouloir. « Je suis Alain Marchand », dit-il simplement. « Je dirige Beaumont Industries. » Elle ouvrit légèrement la bouche, sans parvenir à prononcer un mot. Elle ne savait pas si elle devait se sentir flattée, inquiète ou simplement déconcertée. Il ne portait pas de dossier, pas d'attaché-case, seulement une chemise à manches retroussées et une enveloppe sous le bras. Devant elle, il paraissait aussi déstabilisé qu'elle. « Vous avez oublié ceci dans la salle d'entretien », ajouta-t-il, lui tendant l'enveloppe contenant les photos et la lettre. Camille la prit sans un mot. Elle sentit aussitôt la honte lui monter aux joues. Elle avait laissé ces images-là derrière elle, exposant malgré elle une partie intime de sa vie. Elle voulut s'excuser, mais Alain leva légèrement la main pour l'interrompre. « Je me permets. Pourriez-vous me consacrer quelques minutes ?» Rien d'officiel, juste une conversation. Elle le regarda, interdite. La scène lui paraissait surréaliste. Un instant plus tôt, elle marchait seule sur un trottoir, ruisselante d'humiliation. Et voilà qu'un homme comme lui, directeur d'une entreprise qu'elle n'avait jamais rêvé d'atteindre, se tenait devant elle avec un ton presque gêné, lui demandant de lui parler. « C'est un peu étrange, je vous l'accorde, » dit-il avec un demi-sourire. « Mais j'ai lu votre lettre. Et j'aimerais en savoir un peu plus, si vous acceptez. » Camille hésita. Chaque fibre en elle lui criait de fuir, de se protéger, de ne pas croire à une surprise tardive venue réparer une injustice ordinaire. Et pourtant, quelque chose dans le regard de cet homme, dans son attitude directe mais sans pression, l'empêchait de dire non. Elle acquiesça lentement. « D'accord. Quelques minutes. » Alain hocha la tête avec reconnaissance. Il regarda autour d'eux. « Il y a une salle libre au rez-de-chaussée de l'immeuble. Ce ne sera pas long. Je ne veux rien vous promettre, ni vous déranger davantage. J'aimerais seulement comprendre. » Ils marchèrent côte à côte, dans un silence pesant mais sans hostilité. Les passants les contournaient, indifférents à la scène. À première vue, ils ne formaient qu'un duo anodin parmi tant d'autres dans les rues de Paris. Mais pour Camille, cette invitation impromptue était un tremblement discret, un changement de direction inattendu, à 1000 lieues des humiliations de la matinée. Elle ne savait pas ce que cet échange allait lui apporter. Peut-être rien, peut-être trop. Mais elle était fatiguée de fuir. Alors elle entra à nouveau dans le bâtiment. Et pour la première fois de la journée, ce ne fut pas en suppliant qu'on lui ouvre une porte. Alain Marchand poussa la porte d'une salle de réunion inoccupée au rez-de-chaussée, une pièce discrète habituellement réservée aux entretiens de courte durée ou aux collaborateurs externes. Il laissa passer Camille en premier, puis referma la porte derrière eux sans verrouiller. La salle était froide, impersonnelle, aux murs gris clair et au mobilier standardisé. Une table ovale au centre, 6 chaises, un écran éteint accroché au mur. Rien n'était fait pour mettre à l'aise, mais ce n'était pas l'espace qui comptait. C'était ce qui allait s'y dire. Alain fit un geste vers l'une des chaises, invitant Camille à s'asseoir. Elle prit place sans un mot, déposant son sac à ses pieds. Lui s'assit en face, la chemise toujours légèrement froissée, les manches remontées, le regard franc, sans jeu, sans posture. Le silence s'installa quelques secondes. Camille n'était pas sûre de ce qu'elle faisait là. Rien dans sa journée ne l'avait préparée à un face-à-face avec le dirigeant de l'entreprise où elle venait d'essuyer ce qu'elle considérait comme un échec de plus. Son esprit était encore embrouillé par l'humiliation, la fatigue, la tension accumulée. Elle tenait l'enveloppe contre elle, comme une barrière fragile, un objet qui, paradoxalement, l'avait rendue visible aux yeux d'un homme aussi haut placé. Elle évitait de le fixer droit dans les yeux, préférant poser son regard sur le bord de la table, sur ses propres mains, sur la cicatrice fine à son poignet gauche. Alain, lui, observait en silence. Il ne voulait pas précipiter les choses. Il avait appris au fil des années
que les mots viennent plus facilement quand on leur laisse de l'espace. Ce qu'il voyait devant lui n'était pas une victime. Il ne lisait pas de la faiblesse dans son attitude, mais une forme de retenue douloureuse, une dignité farouche qu'aucune circonstance n'avait réussi à dissoudre. Il brisa enfin le silence. « Vous avez été convoqué ce matin pour un poste d'assistante administrative, n'est-ce pas ?» Camille hocha la tête brièvement. « Et vous avez passé l'entretien avec 3 personnes du département des ressources humaines. »« Oui, dit-elle à voix basse. Je ne veux pas revenir sur ce qui s'est dit ou sur la manière dont l'échange s'est déroulé. Mais j'ai eu l'occasion de lire votre lettre, celle que vous avez laissée dans cette enveloppe. Et elle m'a marqué, plus que je ne saurais le formuler. » Camille resta muette. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Elle n'avait pas écrit cette lettre pour provoquer une réaction. Elle l'avait écrite parce qu'elle n'avait rien d'autre à offrir que la vérité. « Ce que vous avez partagé dans cette lettre, continua Alain, montre non seulement une sincérité rare, mais aussi une capacité à exprimer les choses avec clarté, sans détour. Cela témoigne d'une force, d'une résilience. Ce n'est pas quelque chose que nos formulaires peuvent mesurer, mais cela mérite d'être entendu. » Elle releva enfin les yeux. Il ne mentait pas. Elle aurait pu détecter le moindre ton condescendant, le moindre mot de trop. Mais il n'y avait rien de cela. Juste une curiosité authentique, presque prudente, comme si lui aussi s'exposait en quittant son rôle pour quelques instants. « Je n'ai pas l'habitude de ce genre de situation, » avoua Camille, sa voix encore fragile. « Je ne sais pas très bien pourquoi vous m'avez fait revenir ici. »« Je ne sais pas non plus, » répondit Alain sans détour. « Ce n'est pas une démarche habituelle pour moi. Mais parfois, il faut faire ce qui ne se fait pas. Ce que je sais, c'est que quelque chose dans votre regard m'a interpellé. Et ce que j'ai lu ensuite dans votre lettre a confirmé cette impression. » Camille se recula légèrement contre le dossier de la chaise. Elle commençait à reprendre un peu de souffle, à se détacher de la violence émotionnelle du début de la journée. Elle osa alors lui poser une question simple, presque brutale. « Pourquoi est-ce que vous vous intéressez à moi ? Ce n'est pas pour une photo dans un rapport ou pour apaiser votre conscience. » Alain sourit sans arrogance. « Non, ce n'est ni pour un rapport, ni pour des chiffres. Je ne vous connais pas, et vous ne me devez rien. Mais quand on dirige une entreprise de cette taille, on finit par oublier les visages. On parle de profil, de performance, de rentabilité. Et parfois, on oublie que derrière un formulaire, il y a des gens, pas des chiffres. Des gens comme vous qui ne demandent pas de faveur, juste qu'on les regarde avec équité. » Camille inspira lentement, touchée malgré elle. Elle n'avait pas l'habitude qu'on nomme avec autant de précision ce qu'elle ressentait depuis des années sans jamais l'avoir vraiment formulé. Elle se sentit un peu moins sur la défensive, même si la prudence restait intacte. « Je n'ai jamais eu beaucoup d'occasions dans ma vie, » dit-elle, « et celles que j'ai eues, je les ai prises sans jamais me plaindre. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'impression de me heurter à un mur. Encore, comme si ce que je suis, ce que je représente, suffisait à me disqualifier avant même que je parle. » Alain hocha lentement la tête. « C'est exactement ce que je veux comprendre et remettre en question. » Un nouveau silence s'installa, mais cette fois il était moins lourd, plus suspendu. Camille croisa les bras, comme pour se contenir. « Vous ne pouvez pas changer les règles pour moi. »« Non, mais je peux m'interroger sur les règles que nous avons construites et décider de faire différemment là où c'est encore possible. » Elle baissa les yeux, cette fois non par peur, mais parce que cette conversation réveillait des choses enfouies. Elle n'était pas venue chercher une faveur, et elle ne comprenait toujours pas exactement ce que voulait cet homme, mais elle savait que quelque chose était en train de se déplacer, dans cet espace froid, entre ces 2 chaises ordinaires. « Alors, qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Rien pour l'instant. Juste que vous me racontiez votre histoire, pas pour juger, pas pour évaluer, pour comprendre, pour écouter. » Elle hésita encore une seconde, puis s'autorisa enfin à respirer un peu plus librement, et elle commença à parler. Camille regardait Alain Marchand avec une prudence contenue. Le silence s'était installé dans la pièce après sa dernière phrase, et c'était maintenant à elle de remplir cet espace, si elle le souhaitait. Rien dans l'attitude de cet homme n'indiquait une forme de condescendance ou de curiosité déplacée. Il était simplement là, attentif, les mains jointes devant lui, prêt à écouter sans interrompre. Elle n'avait pas l'habitude de ce type d'attention. Elle avait souvent parlé à des assistantes sociales, à des recruteurs pressés, à des employeurs peu patients,
mais on ne l'avait jamais invitée à parler de son histoire sans que cela soit suivi d'un jugement, d'un refus poli ou d'un silence gêné. Elle se redressa légèrement, comme pour se convaincre que ce moment n'était pas un piège, puis commença à parler, d'abord avec hésitation, puis avec plus d'assurance. Elle raconta qu'elle avait grandi dans une ville de la banlieue Est, dans une famille modeste, élevée par une mère seule après que son père eut disparu du tableau très tôt. Elle évoqua ses études secondaires qu'elle avait menées avec sérieux, malgré les responsabilités précoces à la maison. Elle n'avait jamais été brillante, mais elle avait toujours été constante. Elle se souvenait avoir rêvé un temps d'être enseignante. Mais à 19 ans, une grossesse inattendue avait tout bouleversé. Elle n'avait pas terminé sa formation, n'avait pas eu les moyens ni le soutien pour reprendre. Alain l'écoutait sans l'interrompre, hochant parfois la tête en signe de compréhension. Il ne prenait pas de notes, ne regardait pas l'horloge. Il était là, simplement. Camille poursuivit. Elle expliqua que le père de son fils avait disparu dès les premiers mois, qu'elle avait dû apprendre très vite à vivre avec presque rien, à jongler entre les aides sociales, les petits boulots, les horaires instables. Elle avait été caissière, femme de ménage, standardiste temporaire, auxiliaire de vie. Elle avait accepté les horaires les plus pénibles, les déplacements sans indemnité, les semaines sans repos, pour ne pas sombrer. Puis, quelques années plus tard, un deuxième enfant était né d'une relation brève, dont elle s'était rapidement détachée. Pas par caprice, mais parce qu'elle avait compris qu'elle ne pouvait pas s'ajouter un fardeau supplémentaire. Elle avait choisi de rester seule, par lucidité plus que par force. Elle parlait désormais d'une voix plus assurée, sans chercher à attendrir ni à provoquer l'empathie. Elle disait simplement les choses telles qu'elles s'étaient reproduites. Elle expliqua comment elle avait appris à utiliser un ordinateur grâce à des tutos en ligne, comment elle avait passé des nuits à suivre des formations gratuites sur la gestion administrative, comment elle avait tenté, à chaque fois qu'elle postulait, d'anticiper les reproches qu'on lui ferait. Manque d'expérience dans un grand groupe, trou dans le CV, apparence trop simple, disponibilité incertaine. Elle disait que tout cela était vrai, mais qu'aucune de ces lacunes n'était due à un manque de volonté ou de sérieux. Alain, en face d'elle, écoutait avec une attention qui ne fléchissait pas. Il découvrait une réalité qu'il connaissait en surface, mais qu'il n'avait jamais entendu raconter de cette manière, sans détour, sans dramatisation, sans mise en scène. Juste la réalité nue, celle que vivent des milliers de femmes comme Camille, invisibles aux yeux des protocoles, trop atypiques pour rentrer dans les cases prévues par les procédures de recrutement. « Vous savez, dit-elle à un moment, j'ai appris à parler avec retenue, à ne pas trop montrer quand ça va mal, parce qu'on juge vite. On se dit que si on a des difficultés, c'est sûrement qu'on a mal fait quelque chose. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on fait tout ce qu'il faut et on reste au bord. On n'avance pas. Et on finit par croire que c'est normal. » Elle marqua une pause, les yeux rivés sur un point invisible sur la table. « Ce matin, j'étais prête. J'avais révisé, j'avais tout bien préparé. J'y ai cru. J'ai pensé que peut-être cette fois ce serait différent. Et puis, en entrant dans la salle, j'ai senti que tout était déjà décidé. On ne m'a pas vraiment écouté. Mes réponses n'avaient pas de poids. J'étais de trop. Et à la fin, en sortant, j'ai entendu un des hommes dire que je croyais qu'il suffisait de pleurnicher pour avoir un travail. Ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais demandé qu'on me fasse un cadeau. Je voulais juste une chance d'être jugé pour ce que je peux faire, pas pour ce que je parais. » Alain serra les lèvres sans rien dire. Il connaissait ce type de réaction. Il l'avait déjà constaté chez certains de ses cadres. Ce filtre inconscient qui rendait invisible tout ce qui ne correspondait pas au profil attendu. Il s'en voulait de ne pas avoir pris plus tôt la mesure de ce problème. Mais face à Camille, il ne se sentait pas coupable. Il se sentait responsable. Ce n'était pas la même chose. Il reprit la parole calmement. « Vous n'avez pas à justifier ce que vous venez de dire. C'est juste et c'est important. Ce que vous décrivez, c'est une mécanique bien rodée qui finit par exclure tout ce qui sort du modèle. Ce n'est pas que vous n'êtes pas qualifié, c'est que vous ne correspondez pas à l'image qu'il s'était de fait du bon candidat. Et c'est précisément pour ça qu'il faut repenser notre manière de choisir les gens. » Camille l'observa avec un regard plus franc désormais. Elle n'était pas sûre de croire que les choses changeraient. Mais elle voyait qu'au moins une personne prenait le temps d'écouter, pas pour faire semblant, pas pour apaiser un malaise, mais pour comprendre. Et cette simple disposition, à cet instant,
suffisait à alléger un peu le poids de cette journée. Elle rangea les photos dans l'enveloppe, la referma doucement comme pour clore un chapitre intime. Elle ne savait pas encore ce que cette conversation allait déclencher. Elle ne voulait pas se projeter. Mais elle savait qu'elle n'oublierait pas cet échange. Parce que, pour une fois, elle n'avait pas eu besoin de se défendre. Parce qu'on l'avait écoutée et qu'on avait reconnu sa voix. Le silence qui suivit leur échange n'était pas pesant. Il était chargé d'un respect mutuel qui venait de se construire dans un moment rare, hors du tumulte, loin des conventions sociales et des automatismes professionnels. Camille s'était livrée sans détour, et Alain avait écouté sans chercher à diriger, corriger ou modérer ce qu'elle disait. Cette sincérité brute laissait dans la pièce une trace palpable, comme une empreinte que ni l'un ni l'autre ne pouvait effacer. Alain se pencha légèrement vers l'avant, les coudes posés sur la table, les mains jointes devant lui. Il fixa Camille avec sérieux, prêt à dire ce qu'il n'avait encore jamais exprimé dans une situation semblable. « Madame Dubois, ce que je vais vous dire maintenant n'est ni un geste de compassion, ni une tentative de justification. C'est un constat, et il me semble nécessaire. » Camille se redressa, attentive. Elle sentait que quelque chose d'essentiel allait suivre, mais elle se préparait aussi à entendre une vérité qu'elle connaissait déjà, sans qu'on ait jamais eu le courage de la lui dire en face. Vous n'avez pas été rejeté ce matin parce que vous manquiez de compétences. Votre dossier était complet, votre expérience suffisante et votre motivation évidente. Je vous le dis en toute connaissance de cause, parce que je l'ai lu en détail. Ce qui vous a disqualifié, ce n'est pas ce que vous savez faire. Ce n'est même pas ce que vous êtes. C'est ce que vous représentez pour ceux qui vous ont jugé. Camille ne répondit pas immédiatement. Elle garda les yeux fixés sur Alain, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Il venait de mettre des mots précis sur une réalité floue qu'elle avait toujours pressentie. Elle n'était pas surprise, mais entendre cette confirmation, avec cette netteté, déclenchait en elle un mélange de soulagement et de colère contenue. « J'ai lu les commentaires laissés dans votre fiche, » continua Alain. « Ils parlent de tenues inadaptées, de langage émotionnel, de profils difficilement intégrables. Pas un mot sur vos réponses techniques. Pas une remarque sur vos compétences ou sur vos efforts. Juste des jugements implicites sur votre apparence, votre parcours, votre manière de vous exprimer. Autrement dit, on vous a reproché d'être vous. » Camille inspira lentement. Elle sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage, mais ce n'était pas de la gêne. C'était une forme de validation douloureuse, une injustice enfin nommée, une vérité qu'elle n'avait jamais pu formuler ainsi, faute d'interlocuteurs prêts à l'entendre. « Ce n'est pas nouveau pour moi, dit-elle enfin. Ça fait des années que je vois les regards se fermer dès que je parle de mes enfants, dès que je dis que je n'ai pas fait d'études supérieures, dès que je m'habille avec ce que je peux. On m'écoute poliment, mais la décision est déjà prise. Et à chaque fois, je me demande si je dois rentrer dans le moule ou si je dois rester moi-même. Et à chaque fois, je finis par me dire que je suis peut-être le problème. Vous ne l'êtes pas, affirma Alain avec fermeté. Et je ne dis pas ça pour vous rassurer. Je dis ça parce que je suis bien placé pour savoir comment ces processus fonctionnent. J'ai moi-même contribué à les mettre en place. J'ai laissé faire, par confort ou par habitude, une logique qui prétend être neutre, mais qui exclut discrètement tout ce qui ne ressemble pas au modèle dominant. Aujourd'hui, c'est vous qui en faites les frais. Mais demain, ce sera une autre. Et après-demain, encore une autre. Il fit une pause, les yeux toujours fixés sur elle. Ce que je vous propose, ce n'est pas une réparation individuelle. Ce serait trop facile. Ce que je veux, c'est remettre en cause ce système-là. Et pour ça, j'ai besoin de comprendre, de voir, d'écouter. Et vous êtes la première personne à m'en donner l'occasion avec autant de clarté. Camille le regarda sans détour. Elle comprenait que ce moment allait au-delà d'elle. Mais elle ne voulait pas être utilisée comme symbole, sans qu'on reconnaisse d'abord sa réalité individuelle. Je ne veux pas devenir un exemple. Je ne veux pas être un cas, une exception qu'on brandit pour se donner bonne conscience. Je veux juste travailler, monsieur Marchand. Je veux pouvoir rentrer chez moi et dire à mes enfants que j'ai trouvé un poste, que ça y est, que je vais pouvoir respirer un peu. Je ne demande pas plus. Et vous auriez dû l'avoir, répondit-il aussitôt. Si notre système de sélection avait été juste, vous seriez déjà intégré dans l'équipe. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux agir maintenant. Ce que je vous propose, ce n'est pas une faveur. C'est une opportunité réelle, fondée sur vos capacités. J'ai en tête un projet de développement interne que nous lançons dans quelques semaines, axé sur l'inclusion professionnelle.
Il est encore en préparation, mais il me semble qu'il pourrait correspondre à votre profil. Pas comme une place réservée, mais comme un poste à part entière, avec formation, accompagnement et évolution possible. Et surtout, un contrat stable. » Camille resta silencieuse. Elle n'avait pas imaginé une telle issue. Elle avait passé sa matinée à se convaincre que, encore une fois, tout cela n'était qu'un rêve inaccessible. Et maintenant, cet homme, dont elle ne connaissait rien avant aujourd'hui, lui parlait d'une place, d'une reconnaissance, d'un début possible. Elle voulut y croire, mais une part d'elle restait prudente. « Et si demain vous changez d'avis? Et si on me reproche d'avoir été choisie juste parce que j'ai osé parler ?» demanda-t-elle. « Alors c'est à moi d'assumer cette décision. Et croyez-moi, je le ferai. Ce que vous avez vécu ce matin, je ne peux pas l'effacer, mais je peux faire en sorte que cela ne soit pas inutile. Je peux faire en sorte que ça serve de point de départ pour autre chose. » Camille regarda à nouveau l'enveloppe posée devant elle, les photos de ses enfants, cette lettre qu'elle avait écrite à la main entre deux lessives, dans la cuisine silencieuse d'un soir d'hiver. Elle se souvenait avoir hésité à la joindre à son dossier. Elle se disait que ce genre de geste ne servait à rien. Et pourtant, c'était cette lettre qui l'avait amenée ici, dans cette pièce, en face de cet homme. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait besoin d'un moment pour assimiler. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seulement tolérée. Elle se sentait regardée, entendue, validée. Et cela, même sans promesse, avait déjà une valeur immense. Alain Marchand sortit de la salle de réunion avec le pas rapide de quelqu'un qui avait enfin pris une décision claire, mais qui mesurait déjà les résistances qu'elle allait susciter. Il ne se retourna pas. Camille resta assise quelques minutes encore, seule, les doigts serrés sur son sac, le regard fixe, digérant le poids de ce qu'elle venait d'entendre. Elle savait que tout pouvait encore basculer, que ce genre de paroles ne garantissait pas une transformation réelle, mais il y avait eu un basculement, et maintenant ce serait à lui d'assumer. Alain monta directement au service des ressources humaines, sans prévenir. Il poussa la porte du bureau central et interrompit une réunion en cours. Autour de la table, 3 responsables RH, dont ceux qui avaient mené l'entretien de Camille, discutèrent des prochaines étapes du recrutement. Le ton était calme, professionnel, ponctué de termes comme « profil optimal »,« compétences transférables »,« intégration rapide ». Alain ne demanda pas la parole. Il parla d'emblée. « Je veux que le dossier de Camille Dubois soit réexaminé immédiatement. » Un silence s'abattit dans la salle. Les 3 responsables échangèrent un regard rapide. L'un d'eux, celui qui avait coché la mention « non recommandée », prit la parole avec un sourire prudent. « Nous avons suivi la procédure habituelle, Monsieur Marchand. Le profil de Madame Dubois ne répondait pas aux critères retenus pour ce poste en particulier. Il ne s'agit pas d'un jugement personnel, mais d'une évaluation sur la base des standards que nous avons définis ensemble. » Alain s'avança d'un pas. « Alors peut-être qu'il est temps de revoir ces standards. Parce que ce que vous appelez une évaluation neutre est en réalité biaisé. Vous avez jugé cette candidate non sur ses compétences, mais sur son apparence, son parcours de vie et son absence de conformisme. Vous avez confondu professionnalisme avec conformité sociale. C'est inacceptable. » La responsable RH tenta de tempérer. « Nous comprenons vos préoccupations. Et si vous souhaitez ouvrir une réflexion sur nos processus, nous sommes bien entendu prêts à en discuter. Mais en ce qui concerne cette candidate en particulier, coupa Alain, incarne tout ce que nous prétendons défendre quand nous parlons d'égalité des chances. Elle a une expérience solide, une motivation réelle, une capacité d'adaptation hors norme. Et pourtant, vous l'avez éliminée sans même lui accorder la considération minimale que mérite toute personne qui entre dans cette entreprise. Je ne parle pas ici de charité, je parle de justice, de mérite. Et si notre système ne permet pas de reconnaître le mérite quand il se présente autrement, alors notre système est à revoir. » Le ton d'Alain était calme, mais ferme. Il ne criait pas. Il n'accusait pas pour humilier. Il exposait une faille et imposait une correction. Il savait que son intervention risquait d'être perçue comme une intrusion dans un processus censément autonome. Mais il avait cessé de se soucier de cela. Ce qu'il venait de vivre avec Camille l'avait obligé à regarder en face un fonctionnement auquel il avait longtemps participé par omission. « Je ne vous demande pas de revenir sur votre décision par principe, ajouta-t-il. Je vous annonce que, à titre exceptionnel,
Je reprends ce dossier en main. Je vais intégrer Camille Dubois dans un programme que nous sommes en train de créer, un projet pilote destiné à accompagner des profils sous-représentés, mais à fort potentiel. Ce programme ne passera pas par vos grilles classiques. Il sera conçu justement pour sortir des critères figés. Elle y participera dès la première phase, et c'est moi qui en assumerai les résultats. Les responsables RH ne répliquèrent pas immédiatement. Ce que venait de proposer Alain n'était pas seulement un geste isolé. C'était une remise en question frontale de leur manière de travailler. Cela revenait à dire que leur cadre ne suffisait plus, qu'il excluait plus qu'il ne révélait. L'un d'eux, visiblement mal à l'aise, osa tout de même une dernière tentative. Ce genre d'initiative peut créer un précédent. D'autres pourraient réclamer un traitement similaire. Comment allons-nous gérer les demandes futures? Nous risquons d'ouvrir une porte difficile à contrôler. Alain croisa les bras. Si d'autres réclament qu'on les regarde au-delà de leur parcours standardisé, tant mieux. Cela voudra dire que nous sommes devenus capables d'écouter. Ce que je propose, ce n'est pas une faveur. C'est un ajustement nécessaire. Et si cela crée un précédent, alors c'est exactement ce que je cherche. Il quitta la salle sans attendre d'autres objections. Il avait dit ce qu'il avait à dire. Le reste ne l'intéressait plus. Il retourna dans son bureau, contacta directement l'équipe chargée du nouveau programme social encore en phase de lancement et organisa une réunion rapide pour structurer une intégration accélérée. Il voulait que Camille soit la première bénéficiaire, non pour l'exposer, mais pour tester avec elle les bases d'un dispositif réellement inclusif. Un projet concret, avec formation, encadrement et perspective de progression. Pas un strapontin temporaire, mais un poste réel, utile, stratégique. En fin de journée, il rédigea lui-même un document interne expliquant la mise en place du projet. Il ne mentionna pas Camille par son nom, mais il fit allusion à une situation ayant révélé les limites actuelles du système de recrutement. Il exigea que l'ensemble des responsables de département reçoivent cette note avant la fin de la semaine. Il y ajouta une phrase finale écrite sans emphase mais avec une précision calculée. Ce que nous appelons compétence ne doit plus dépendre d'un code, d'un diplôme ou d'un costume. Il est temps d'élargir nos définitions. Pendant ce temps, Camille était retournée chez elle. Elle avait retrouvé ses enfants, avait improvisé un goûter avec les moyens du bord et raconté sa journée comme elle pouvait, sans promettre, sans décourager. Elle avait rangé l'enveloppe avec les photos dans le tiroir du buffet, à côté des papiers importants. Elle ne savait pas encore si quelque chose allait changer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait entendu quelqu'un dire tout haut ce qu'elle pensait en silence depuis des années. Et cela, en soi, était déjà une forme de victoire. La semaine qui suivit l'intervention d'Alain Marchand fut marquée par une tension particulière au sein de Beaumont Industrie. Le communiqué interne rédigé par Alain avait circulé dans tous les services comme une onde dont personne ne savait précisément où elle finirait de se dissiper. Certains cadres l'avaient lu avec un enthousiasme silencieux, y voyant une possibilité d'évolution dans les pratiques existantes. D'autres avaient levé les yeux au ciel, mal à l'aise devant ce qui leur semblait être une intrusion directe du président dans des décisions qui, jusqu'ici, avaient été l'apanage des ressources humaines. Quoi qu'il en fût, personne n'était resté indifférent. Dans les couloirs de l'entreprise, on parlait à voix basse d'un « effet marchand », terme officieux qui désignait à la fois l'intervention directe du PDG et les conséquences que cette initiative commençait déjà à produire. Certains employés y voyaient un geste généreux, apprécié comme une brèche salutaire dans un système souvent jugé trop rigide. D'autres y voyaient un précédent potentiellement déstabilisant, capable de mettre en question l'efficacité des critères de sélection habituels. Au cœur de ce débat interne, il y avait une femme dont presque personne, jusqu'ici, n'avait entendu parler, Camille Dubois. Le matin de l'annonce officielle, le service de communication interne publia une note concernant le lancement d'un nouveau programme social au sein de l'entreprise, intitulé « Pont vers l'avenir ». Ce programme avait pour vocation d'offrir des opportunités réelles à des profils jugés atypiques, mais porteurs de potentiel avéré, en rupture avec les critères traditionnels de recrutement. La note expliquait les objectifs, les modalités de participation, les étapes prévues, et soulignait l'importance d'une démarche inclusive dans le contexte socio-économique actuel. Les visages des responsables du projet figuraient sur la page interne, parmi lesquels celui d'un responsable du développement durable, d'une directrice de formation, et à la place d'honneur, une photo de Camille, souriante, se détachant nettement dans un décor sobre. La publication fit l'effet d'une bombe.
En quelques minutes, le service informatique enregistra une hausse massive d'accès à la page interne. Des messages affluèrent dans les boîtes de réception des responsables, oscillant entre félicitations enthousiastes et critiques acerbes. Certains employés saluaient cette initiative comme un tournant dans l'histoire de l'entreprise, une ouverture nécessaire vers une diversité longtemps sacrifiée sur l'autel des standards traditionnels. D'autres trouvaient que cela risquait de créer de la confusion, estimant que le recrutement devait rester basé sur des critères objectifs, mesurables, et non sur ce qu'ils qualifiaient de gestes symboliques. Dans tous les cas, l'effet fut immédiat. La salle de pause du 14e étage fut prise d'assaut dès les premières heures de la matinée. La machine à café tournait presque sans arrêt, et les conversations, auparavant ponctuées d'habitudes routinières, s'étaient transformées en débats animés. Des groupes se formaient spontanément autour de postes informatiques, chacun lisant et relisant la note du programme. Certains récitaient des extraits à voix haute, comme s'ils voulaient s'assurer que ce qu'ils lisaient n'était pas une erreur de compréhension. Pour Camille, la nouvelle était arrivée dans un moment de calme inhabituel. Assise à la table de la cuisine, entourée de ses enfants qui terminaient leur petit déjeuner, elle avait ouvert son courrier électronique en buvant son café. La ligne objet du message affichait une série de mots qu'il avait laissés interdites. Annonce particulière. Beaumont Industrie. Elle avait cliqué sans vraiment savoir à quoi s'attendre, et lorsqu'elle avait vu sa photo et son nom apparaître en tête de page, elle avait dû relire plusieurs fois avant que le sens ne lui parvienne pleinement. Un programme social, oui, une initiative interne. Mais surtout, elle était au centre de cette initiative, non pas comme une bénéficiaire misérabilisée, mais comme un symbole de possibilités, de parcours valorisés et mis en lumière. Elle sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une joie simple, ni un soulagement immédiat. C'était une émotion complexe, faite d'une part de fierté et d'une autre de prudence. Elle se leva, respira profondément et se tourna vers ses enfants. Ils la regardèrent avec l'innocence et la curiosité propres à leur âge, sans encore mesurer l'ampleur de cet instant. Elle se força à sourire, leur dit que c'était une chose importante, sans entrer dans les détails. Les enfants hochèrent la tête simplement, absorbés par leur propre monde d'écoliers. Plus tard, quand elle sortit pour se rendre au programme de formation prévu ce matin-là, elle sentit les regards de ses voisins se poser sur elle, avec une nuance d'intérêt nouveau. Certains la saluèrent avec une cordialité accrue, d'autres l'observèrent en silence, comme si le fait qu'une inconnue de leur quartier figure désormais dans les journaux internes d'une grande entreprise parisienne donnait à leur propre quotidien un éclat inattendu. Camille marchait vers le centre de formation du programme Pont vers l'avenir, avec une démarche mesurée, consciente du surgissement soudain d'un public qui n'avait jamais été réellement témoin de sa détermination quotidienne. Arrivée sur place, elle fut accueillie par une équipe dédiée au programme, des personnes qui semblaient préparer ce moment depuis des semaines. Ils la saluèrent par son nom, lui tendirent des documents, des horaires, des brochures explicatives. Tout était conçu pour être clair, accessible, inclusif. Aucune condescendance, aucune distance institutionnelle. Juste une organisation professionnelle qui invitait à la construction d'un avenir nouveau, concret, encadré. On lui expliqua que ce programme comporterait une série de modules de formation, des ateliers de renforcement de compétences, un tutorat individuel avec des professionnels confirmés et des possibilités d'intégration dans différents départements de l'entreprise, selon les affinités, les performances et les aspirations personnelles. Camille sentit une émotion montante. Elle n'était pas seulement en train de recevoir une opportunité professionnelle. Elle était en train d'entrer dans un système qui reconnaissait ses capacités, qui ne cherchait pas à effacer ce qu'elle avait vécu, mais à l'utiliser comme fondation pour construire quelque chose de solide. Les mots prononcés par les coordinateurs étaient simples, sans effet. Mais chacun d'eux portait une promesse de respect, de collaboration et de reconnaissance du potentiel humain. Elle sortit de cette première rencontre avec une pile de documents à lire, des horaires à mémoriser, des noms de tuteurs potentiels et une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, celle d'avoir été invitée à exister dans un espace où l'on reconnaissait sa valeur, pas seulement comme un symbole, pas seulement comme un cas particulier, mais comme une personne à part entière, inscrite dans une entreprise qui venait de faire un pas, peut-être modeste mais réel, vers une transformation durable.
La nouvelle se répandit rapidement dans la presse interne, fut relayée sur les écrans disposés dans le hall principal de Beaumont Industries, puis fit l'objet d'un reportage quotidien sur les plateformes numériques de l'entreprise. Les réactions affluèrent, positives pour la plupart, mais aussi critiques, polémiques parfois, car toute transformation réelle suscite des discussions, des questionnements, des ajustements. Certains dénonçaient une privilégiation injustifiée, d'autres voyaient dans cette initiative l'amorce d'une révolution des pratiques de recrutement. Quoi qu'il en soit, on ne parlait plus de Camille comme d'une candidate rejetée. On parlait d'elle comme d'une protagoniste d'un changement dont l'impact dépassait largement sa seule situation personnelle. Les regards changèrent, lentement mais sûrement. Ceux qui l'avaient ignorée ou jugée dans le hall d'entrée du bâtiment principal n'avaient désormais d'autre choix que de reconnaître sa présence, sa voix, son droit à exister dans cet espace professionnel. Et pour Camille, ce renversement public n'était pas une fin en soi, mais un début d'histoire. Une histoire dans laquelle elle avait désormais sa place, non pas parce qu'on lui avait offert une faveur, mais parce que quelqu'un avait osé remettre en question des règles qui, jusque-là, l'avaient exclue, sans qu'on en mesure réellement les conséquences. Le déménagement avait été modeste, sans carton luxueux, ni entreprise spécialisée, mais il avait eu une saveur inattendue, presque solennelle. Camille avait plié ses affaires avec l'aide de ses enfants, chacun rangeant ses objets avec un soin minutieux, comme s'il comprenait, même sans l'exprimer, que ce geste contenait quelque chose de symbolique. Il quittait l'appartement exigu de Saint-Denis, avec ses murs trop fins, ses robinets capricieux, son salon-chambre-cuisine tout en un, pour un logement plus petit qu'il n'y paraissait sur l'annonce, mais situé à quelques minutes à pied de Beaumont Industries, dans une rue calme et propre du 19e arrondissement. L'appartement comptait 2 chambres, un séjour lumineux, une cuisine fonctionnelle et, surtout, une crèche affiliée à l'entreprise à seulement 3 pâtés de maison. Pour Camille, cela représentait une révolution logistique, une économie de temps, d'énergie et d'angoisse quotidienne. Le jour de l'emménagement, elle regarda ses enfants courir dans les pièces vides avec des éclats de rire qui remplissaient les murs nus d'une chaleur nouvelle. Ils s'émerveillaient de petits détails, les fenêtres à double vitrage, le sol qui ne grinçait pas, la vue sur un arbre en bas de l'immeuble. Camille, elle, avait du mal à réaliser. Chaque objet posé dans cet espace semblait lui demander s'il avait vraiment sa place ici. Le doute persistait, mais il était progressivement noyé par la réalité matérielle qui s'imposait. Elle avait signé un bail, les aides sociales avaient été ajustées, son contrat avec Beaumont Industries, bien qu'encore temporaire, lui garantissait un revenu fixe et un plan d'évolution. Elle avait reçu une avance pour l'installation, non comme une faveur, mais comme une clause du programme Pont vers l'avenir, dont elle était désormais un membre actif. Ses journées prenaient une nouvelle forme. Le matin, elle déposait ses enfants à la crèche, traversait quelques rues, puis franchissait les portes de l'entreprise avec un badge nominatif autour du cou. Elle ne passait plus par l'entrée des visiteurs. Elle n'était plus la candidate rejetée, ni l'exception du programme social. Elle était Camille Dubois, assistante en gestion de projet au sein de l'initiative inclusive dirigée par le département développement et innovation sociale. Elle participait à des réunions, recevait des formations, rédigeait des comptes rendus, échangeait avec d'autres employés qui, progressivement, oubliaient l'histoire médiatisée de ses débuts et voyaient surtout en elle une collègue compétente, fiable et présente. Le lien avec Alain Marchand restait discret. Ils se croisaient parfois dans les couloirs, échangeaient un signe de tête poli. Lui avait tenu à ne pas interférer dans son quotidien professionnel. Il avait voulu que Camille s'intègre sans l'ombre de son intervention initiale. Il suivait son parcours par les rapports internes, les retours de ses supérieurs directs, tous unanimes sur la rigueur et l'implication dont elle faisait preuve. Il savait qu'elle n'avait pas besoin de favoritisme mais d'espace, et elle le prenait avec une justesse qui confirmait tout ce qu'il avait pressenti en la voyant, ce jour-là, au bord du trottoir. Le soir, chez elle, Camille reprenait goût à des choses qu'elle croyait perdues. Cuisiner sans surveiller l'horloge, aider ses enfants à faire leurs devoirs sans lutter contre la fatigue extrême, s'asseoir devant une série sans penser au lendemain comme une menace. Elle redécouvrait le calme, le silence même. Non plus celui de l'angoisse, mais celui d'une paix fragile, nouvelle. Elle ouvrait les volets le matin avec moins de crainte.
Elle répondait aux mails avec assurance. Elle proposait des idées pendant les réunions. Pas toujours retenues, mais toujours écoutées. Le programme auquel elle participait commençait à accueillir d'autres profils, d'autres femmes venues d'horizons similaires. Camille se vit progressivement confier un rôle d'accompagnement. On lui demanda d'accueillir les nouvelles recrues, de leur expliquer le fonctionnement de l'entreprise, de partager son expérience. Elle le fit sans prétention, avec des mots simples et sincères. Elle parlait de ses premiers jours, de ses doutes, de la nécessité de rester fidèle à soi-même tout en s'adaptant aux règles de l'entreprise. Ses paroles touchaient, non parce qu'elles étaient exceptionnelles, mais parce qu'elles étaient vraies. Plusieurs de ces femmes lui confièrent ensuite que son récit les avait rassurées, qu'il les avait aidées à se sentir légitimes. Un matin, alors qu'elle entrait dans l'entreprise, un jeune stagiaire lui adressa un sourire accompagné d'un « Bonjour, Madame Dubois ». Elle répondit naturellement, mais en poursuivant son chemin, elle fut frappée par ce détail. Elle n'était plus une silhouette floue dans un ascenseur. Elle était une figure identifiée, nommée, reconnue. Cela ne changeait pas la charge mentale, ni la complexité de ses journées, ni les douleurs qu'elle portait encore. Mais cela modifiait son rapport au monde, son rapport à elle-même. Elle n'attendait plus qu'on lui donne sa place. Elle l'occupait. Les enfants s'épanouissaient. À la crèche, les éducatrices parlaient de leur curiosité, de leur sociabilité. À la maison, ils racontèrent leur journée avec excitation. Camille les observait parfois en silence, reconnaissant dans leurs gestes une liberté qu'elle n'avait pas connue à leur âge. Elle savait que rien n'était acquis, que tout pouvait encore se dérober. Mais elle avait aussi compris que l'angoisse permanente n'était pas une vertu, que se permettre de croire à la stabilité n'était pas une faiblesse. Elle continuait à économiser, à noter chaque dépense, à garder une distance prudente avec tout ce qui brillait trop vite. Mais elle riait plus souvent. Elle acceptait les compliments sans les rejeter systématiquement. Elle s'autorisait à parler de l'avenir, même en termes flous. Un soir, devant un cahier d'exercice de son fils, elle lui dit simplement « Tu sais, maman travaille maintenant dans une grande entreprise. » Il leva les yeux vers elle, surpris, puis fier, et répondit « Je le savais déjà. » Elle sourit. Oui, peut-être qu'il le savait. Peut-être qu'il l'avait toujours su. Parce que malgré tout, elle n'avait jamais cessé d'avancer. Ce nouveau foyer, ce nouveau rythme, cette reconnaissance au travail, tout cela ne représentait pas un conte de fées, ni une revanche. C'était un changement, lent, concret, mesurable. Une vie qui, sans effacer les cicatrices, avait commencé à se construire autrement. Et Camille, sans l'annoncer à voix haute, s'autorisait enfin à croire que cela pouvait durer. Il faisait déjà nuit quand Camille rangea son bureau, rassembla ses affaires et glissa quelques dossiers dans son sac pour les relire à la maison. Le couloir du service développement et innovation sociale était presque vide, à l'exception d'une collègue qui lui adressa un dernier salut avant de prendre l'ascenseur. Camille, comme souvent, prenait son temps, pas par obligation, mais par habitude. Elle s'était approprié le rythme de l'entreprise sans en adopter les automatismes les plus pressés. Chaque fin de journée était une forme de victoire discrète, celle d'avoir tenu, d'avoir avancé, d'avoir été utile. Elle éteignit la lumière de son bureau, referma la porte derrière elle et prit le couloir en sens inverse, prête à rentrer. En franchissant le hall d'entrée, elle aperçut tout de suite une silhouette qu'elle reconnut avant même de distinguer le visage. Alain Marchand était là, debout près de l'une des colonnes de pierre claire, vêtu d'un manteau sobre et tenant une enveloppe à la main. Il ne portait pas son badge visible, n'était pas accompagné, n'avait pas cette allure dirigiste qu'on lui prêtait en réunion. Il attendait simplement. Quand leurs regards se croisèrent, il lui adressa un signe discret, comme s'il n'était pas sûr qu'elle accepterait de s'arrêter. Camille ralentit le pas, intriguée. Elle ne s'était pas préparée à le voir. Leur dernière interaction remontait à plusieurs semaines, lorsqu'il était venu s'assurer que tout se passait bien dans son nouveau poste. Depuis, il avait tenu parole. Il n'était intervenu à aucun moment, la laissant évoluer à son rythme, sans imposer sa présence. Mais ce soir-là, il était manifestement venu pour elle. Lorsqu'elle s'approcha, il lui tendit l'enveloppe sans rien dire. « Ce n'est pas un document officiel, précisa-t-il. Ce n'est pas non plus une demande de la direction. C'est personnel. » Camille prit l'enveloppe, un peu déconcertée. Elle la tint entre ses mains sans l'ouvrir. « Vous voulez que je la lise maintenant ? Ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez la lire chez vous, ou ne pas la lire du tout. C'est comme vous voulez. » Il marqua une pause, cherchant ses mots avec une prudence inhabituelle chez lui.
Je me suis demandé longtemps s'il était légitime que je vous parle de ce que je vais vous dire. Ce que nous avons partagé jusqu'ici a toujours été lié au cadre de l'entreprise. Même dans les moments les plus sincères, il y avait ce contexte, cette asymétrie. Mais ce soir, je ne suis pas ici en tant que dirigeant. J'ai réfléchi à la bonne manière de formuler cela, et je n'en ai pas trouvé. Alors je vais faire simple. Il respira profondément, soutenant son regard. J'aimerais vous inviter à dîner, pas pour parler de travail, pas pour discuter d'un nouveau projet, juste pour parler, ou même pour ne rien dire, pour partager un moment en dehors de tout ce que représente Beaumont Industries. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, et si vous me dites non, je le comprendrai parfaitement. Vous n'avez aucune obligation. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un geste symbolique, c'est une invitation, purement personnelle. Camille resta immobile quelques secondes. Le silence entre eux n'avait rien d'hostile. Il était dense, habité. Elle sentait son cœur battre plus fort, non pas de peur mais d'une émotion qu'elle n'avait pas anticipée. Elle observa Alain, cet homme qui, au fil des mois, avait changé de rôle dans sa vie, sans qu'elle le décide. Elle se souvenait de lui dans l'ascenseur, du regard échangé ce jour-là, du geste inattendu de venir la chercher dans la rue. Depuis, il avait toujours respecté ses limites, ne l'avait jamais poussée, ne l'avait jamais exposée. Et maintenant, il posait cette question simple et risquée. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe, la serra un peu plus fort entre ses doigts, puis releva la tête. Son regard était calme, sans peur, sans précipitation. « Je ne sais pas encore, dit-elle doucement. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne suis pas prête à dire oui. Pas tout de suite. Je ne suis plus celle que j'étais il y a quelques mois. Mais je ne suis pas encore tout à fait celle que je veux devenir. Et je ne veux pas que ce moment soit un point de départ pour autre chose, si je ne suis pas certaine d'y entrer librement. » Alain hocha la tête sans la moindre trace de déception. « C'est exactement ce que je voulais entendre. Vous avez le droit de choisir. Et c'est tout ce qui compte. » Ils se sourirent. Pas un sourire appuyé, mais un sourire de reconnaissance. Celui de deux personnes qui savent ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles ont gagné en dignité et ce qu'elles refusent de sacrifier. Camille rangea l'enveloppe dans son sac, le cœur battant mais léger. Elle ne savait pas encore si elle lirait cette lettre ce soir ou demain ou jamais. Ce qu'elle savait, c'est que ce simple geste, cette proposition sans pression, suffisait à ancrer en elle une certitude nouvelle. Elle avait désormais le droit de décider, de refuser, d'accepter, de prendre le temps, de ne pas se justifier, et surtout d'imaginer un avenir qui ne soit plus seulement une ligne droite de survie. Ce soir-là, elle rentra chez elle comme à son habitude. Elle retrouva ses enfants, leur prépara le dîner, les aida à se laver, leur lut une histoire. Puis une fois le calme revenu dans l'appartement, elle s'assit seule dans la cuisine, ouvrit son sac et regarda longuement l'enveloppe. Elle ne l'ouvrit pas, pas encore. Elle n'avait pas besoin de lire les mots pour comprendre ce qu'ils contenaient. Ce qu'elle ressentait, c'était plus fort que des phrases. C'était la conscience, enfin, d'avoir une place pleine, d'avoir franchi une étape, non pas spectaculaire, mais décisive. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas un conte, c'était sa vie, réelle, imparfaite, mais enfin, entre ses mains.